Je suis très heureux d'être sur le mensuel et de parler de ce grand personnage qu'était Alan Turing. J'espère que vous viendrez voir la pièce. Disons que dans les milieux universitaires, scientifiques ou gays, les gens avaient un peu entendu parler de ce personnage mystérieux sur lequel circulent beaucoup de légendes. Au fond, c'est peut-être ce film de 2013, Imitation Game, qui l'a fait connaître de façon vraiment mondiale. Pour autant, moi j'avais eu l'idée de faire une pièce sur lui avant, dès 2008-2009. Et j'avais commencé à travailler, à consulter les archives, une biographie très complète sur lui, une première pièce anglaise qui date de 86. Et puis j'avais l'idée de faire ma version et puis surtout d'utiliser la liberté de ton que donne le théâtre pour montrer un Turing, selon moi, plus proche de la vérité qu'on ne le voit dans le film. Parce que dans le film, qui est formidable, on sent quelques concessions au modèle hollywoodien. Le personnage est un peu plus propre sur lui et un peu moins gai, je pense, que la vérité. Donc le théâtre pouvait permettre, selon moi, d'abord la puissance de l'incarnation, de l'acteur sur scène qui joue le rôle, et puis peut-être aussi cette liberté de ton sur l'axe de vision du personnage. Je crois que j'ai bien fait, parce que, en effet, depuis un an, pour répondre à ta question, la pièce rencontre largement le public et surtout touche le public, l'intéresse, parle à la tête et beaucoup au cœur, je crois. Vous est-il déjà arrivé de détenir un secret ? Un grand secret. Qu'avez-vous fait pendant la guerre, monsieur Turing? Je construis une machine capable de calculer, mais aussi de réfléchir, de lire ou de faire de la musique. Ah ouais, un jukebox. Moi, il y a eu une longue période de maturation pour Turing, mais après, c'est allé très vite. Le succès a été très rapide à Avignon, assez vertigineux, même étonnant. L'engouement du public, des programmateurs, des journalistes, qui nous fait nous retrouver à Paris dans la foulée, à voir les Molières et puis revenir ici pour vendre une seconde tournée maintenant. Donc je sais que je vais jouer déjà le personnage au moins en 2021. C'est pas mal. Je me prends pas pour lui, je suis pas lui, mais de devoir l'incarner au mieux, au plus fort tous les jours, sans perdre en fraîcheur et en intensité, parce que les gens qui ont vu la représentation de ce matin, c'était ma 300 ou 400e, mais pour eux c'était leur première et sans doute unique. Et ça t'oblige à donner le plus fort, le meilleur à chaque fois, et donc à vivre avec le personnage et aussi à évoluer avec lui, parce que la pièce elle est écrite une bonne fois pour toutes. Le texte il n'évolue plus, mais le comédien au fil des représentations trouve des choses, approfondit des choses, et ça c'est la beauté du théâtre. On refait bien sûr, mais on recherche aussi à chaque fois à faire encore mieux. Moi je continue finalement, au-delà de la 300e, à chercher, à réfléchir, à aller au plus loin et au plus près de lui. Je te présente Enigma. Ce fou d'Hitler est en train de nous précipiter vers une seconde guerre mondiale, Turing. Et cet engin-là risque de nous la faire perdre. Plonge la pomme dans le chaudron pour qu'elle s'imprègne de poison. Dès que tu t'attaques à un personnage historique, il y a toujours des gens qui t'expliquent que c'est ça, mais que c'est pas ça. Des gens qui t'expliquent qu'ils avaient eu l'idée avant. Ou des gens qui, parce que tu as écrit une pièce sur un homme qui a, en l'occurrence, inventé l'informatique, décrypté Enigma, une trajectoire personnelle qui va vers son propre anéantissement suite à un dépôt de plainte qui l'emmène à être condamné pour homosexualité. Des gens t'expliquent que ça a déjà été fait, que tu as copié, que tout ça c'est très fréquent. C'est un peu le cas, malheureusement, chaque fois qu'on s'attaque à ce genre de personnage historique. Bon, ça fait partie du lot, surtout quand la pièce marche. Mais au-delà de ça, dans la pièce, tu vois, il y a des choses totalement factuelles, totalement vraies et rigoureuses, parce qu'on parle quand même d'un personnage historique. On ne pouvait pas dire des choses fausses, mais il y a évidemment parfois des raccourcis parce qu'on en a besoin théâtralement, ou parce qu'on ne peut pas trop tomber dans le détail qui serait peut-être trop scientifique ou trop compliqué, et puis parfois tout simplement parce que j'avais besoin que dans cette histoire d'amitié avec ce policier, que ça m'emmenait à être un fil conducteur de la pièce. Bon, c'est pas complètement historique. Dans la pièce, on voit Turing qui décrypte l'énigma et qui sauve, qui change le cours de la Seconde Guerre mondiale et peut-être du monde. On a l'impression qu'il fait ça tout seul dans sa cabane.
c'est pas totalement vrai, c'est pas totalement faux, la vérité est un peu au milieu. Mais ce qui est important, c'est de ne pas dire de contresens historique, il n'y en a pas. Et la licence poétique, évidemment, elle existe, parce que voilà, la pièce ne prétend pas être une reconstitution de la vie de Turing. Elle est une évocation de sa vie à travers ma sensibilité. Et quelqu'un pourrait totalement dire, il était moins ceci, il était plus cela. Qu'est-ce qui tourne pas rond là-haut, hein? Qu'est-ce qui tourne pas rond? Je sais pas. Quelle est la nature de votre relation avec Monsieur Murray? Monsieur Turing, vous venez d'avouer sous serment être coupable d'outrage aux mœurs et d'indécence. Est-ce qu'une machine peut penser? J'étais dans un dîner et j'ai balayé sur mon iPhone, je recherchais une page internet sur la symbolique de la pomme, mais vraiment pour autre chose, hein. Et entre la pomme d'Adam et Ève, la pomme du savoir, la pomme de Newton, la pomme d'Apple, il y avait un renvoi vers Alan Turing. Je ne connaissais pas ce nom et j'ai cliqué dessus. Et voilà, c'est un peu ce que je dis à la fin de la pièce. Au moment où il va se tuer, parce que c'est un secret pour personne, il s'est suicidé, il dit, quand vous verrez le petit curseur clignoter sur l'écran de votre machine pensante, dites-vous que c'est moi qui vous ferai un clin d'œil de là où je me trouve. C'est ce qu'il a fait, finalement, par ces appareils qu'on utilise aujourd'hui, que ce soit des iPhones et des ordinateurs, dont il est quand même largement le responsable. Bah il est venu me faire un clin d'œil, il m'a dit, tiens, pourquoi tu parlerais pas de moi? Enfin bon, ça c'est... Mais c'est comme ça que ça s'est passé, néanmoins. Nous n'avons plus de temps. Ça fait presque 2 ans que tu cherches on ne sait pas bien quoi, seul dans ton coin. Pourquoi refuser à une machine son droit à l'intelligence, même artificielle? Tu es viré. Non, 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 non! La plaisanterie est terminée. C'est un personnage très complet, très complexe, qui a vraiment une dimension historique, on vient de le dire, scientifique, hein, puisqu'on l'a dit aussi. Il a une dimension très tragique, tu viens de le dire, à cause de sa condamnation pour homosexualité et son suicide. Et il a une dimension, c'est peut-être là-dessus que je suis le plus nouveau par rapport au film, une dimension très romantique. C'est un personnage, c'est un amoureux, c'est un grand enfant qui recherche son amour d'enfance perdu à travers la conception d'une machine qui pourrait reproduire le cerveau parfait de son ami trop tôt disparu. Et je trouve que, même si c'est une vision d'auteur, que expliquer la création d'une machine intelligente, donc d'un ordinateur, par la volonté de reconstruire un cerveau humain et un cerveau capable d'émotion, c'est une belle idée qui nous questionne d'ailleurs sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, dans ce qu'on appelle le deep learning, les mathématiciens français notamment qui ont obtenu le prix Nobel poussent la programmation de l'intelligence artificielle jusqu'à s'approcher de l'émotion. Donc, on revient dans ce même débat qu'avaient Turing et ses détracteurs en 1950, c'est est-ce qu'une machine peut penser, mais est-ce qu'une machine peut souffrir, est-ce qu'une machine peut avoir de l'humour, est-ce qu'une machine peut ressentir? Lui le disait, mais peut-être par provocation. Et aujourd'hui, la question reste entière, parce qu'au fond, on peut programmer une machine pour s'approcher d'une émotion, mais il n'en restera pas moins que c'est un programme et des composants électroniques. Mais là où ça devient passionnant, c'est est-ce que les composants électroniques qui sont dans une machine ne reproduisent pas finalement les petits composants, je ne sais pas comment on appelle ça, neuronaux qu'on a dans le cerveau? Est-ce qu'au fond, on ne s'approche pas de Dieu en recréant l'homme? Est-ce qu'il n'y a pas dans la nature, ce qui était la question ultime de Turing, un code, un procédé de fabrication que l'homme essaie d'obtenir? Et finalement, c'est ça Turing, c'est une quête scientifique, mais profondément métaphysique aussi. Échec et mat. Pour vos feux. Difficile d'être un prophète, n'est-ce pas, professeur? Les idées nouvelles effraient la plupart des gens. Je voulais pas que la pièce soit excessivement militante ou communautariste. Il s'avère qu'il était gay, mais il avait plein de différences qui dérangeaient. Il s'habillait pas comme les autres, il pensait pas comme les autres, il riait pas comme les autres, il parlait pas comme les autres, il aimait pas comme les autres. Et tout ça était matière à stigmatisation. Et j'aime que la pièce touche pour une forme universelle de différence, quelle qu'elle soit,
le handicap, la maladie, n'importe quoi, la couleur de peau, la différence de pensée. C'est cet aspect un peu universel, au-delà même de Turing, qui devient une espèce de caisse de résonance, de porte-étendard quand même de toute forme de différence et de la façon dont les personnages malheureusement la vivent, c'est-à-dire souvent les prophètes ou les gens qui parlent trop tôt ou qui disent des choses trop différentes sont de tout temps montrés du doigt, brûlés, pendus, lapidés, mis en prison, tout ça. Lui n'y a pas échappé. Et donc voilà, la pièce, au-delà de Turing, de l'informatique, de la guerre, avant tout peut-être, nous questionne sur ça, sur ce regard qu'on porte sur la différence des autres et sur nos propres différences.